Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui vous propose une rencontre avec Li Huaizhen, qui est l'initiatrice de l'association de la culture traditionnelle de chasse d'Atayal de la commune de Datong. Et elle nous parlera de son travail dans le but de protéger les chasseurs de son village et de faire perdurer la culture de la chasse des autochtones. Cette association tente de démontrer ainsi que la question de la chasse ne se résume pas uniquement à deux options, c'est-à-dire autoriser ou interdire. La clé est peut-être plutôt comment la gérer efficacement. Le rapport 2019 de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques des Nations Unies a souligné que l'exploitation directe et excessive de la faune sauvage est l'une des principales causes de la perte de biodiversité. En réalité, il y a 3 ou 4 siècles à Taïwan, une exploitation directe à grande échelle des animaux sauvages a effectivement eu lieu dans le pays. Cela a entraîné l'extinction d'espèces telles que le cerf sika ou la panthère nébuleuse. Et après des réflexions, Taïwan a interdit la chasse depuis les années 1970, mais aujourd'hui, de nombreux pays ont réorienté leur politique de conservation de la faune sauvage vers un modèle de gestion durable. Fei Jiaqi est un professeur de l'Institut de recherche sur la protection des animaux sauvages de l'Université des sciences et des technologies de Pingtung. Il a indiqué que l'approche de gestion par interdiction totale de la chasse s'était avérée inefficace déjà avant les années 80 dans le monde. Du côté de Taïwan, la loi sur la chasse a été gelée en 1973 avant d'être abolie en 1989. Depuis, la loi sur la protection des animaux sauvages est en application. Fei Jiaqi a souligné que les interdictions de chasse à Taïwan étaient inutiles et gérées de manière inefficace. Que ce soit dans les pays voisins comme le Japon, la Malaisie, les Philippines ou la Chine, ou dans les pays occidentaux comme l'Amérique, l'Europe ou l'Australie, la gestion de la chasse fait déjà partie intégrante des politiques de conservation de la faune sauvage. Le professeur précise d'ailleurs que les principales espèces chassées par les autochtones de Taïwan, telles que les macaques, les muntjacs, les chèvres, les écureuils ou les sangliers, ne figurent pas ou plus sur la liste internationale des espèces menacées et les populations de ces espèces continuent de croître. C'est dans le but d'élaborer un système de gestion efficace de la chasse que plusieurs professeurs et l'administration des affaires forestières ont tenté de mettre en place la gestion autonome de la chasse en collaboration avec des villages aborigènes. Li Huaizhen est l'initiatrice de l'association de la culture traditionnelle de la chasse d'Atayal de la commune de Datong à Yilan dans le nord-est de Taïwan. L'une des choses les plus particulières avec elle est qu'elle est plutôt une Taïwanaise mais du peuple Han. C'est son mari qui est autochtone du groupe Atayal. Elle va nous expliquer tout d'abord les objectifs de la création de cette association. Le groupe d'autochtones Atayal vit traditionnellement dans les montagnes et possède une riche tradition de chasse. Mais avec le changement d'époque et l'arrivée des cultures de l'extérieur, beaucoup de jeunes Atayal ont perdu la culture traditionnelle de la chasse. Depuis de nombreuses années déjà, notre village organise régulièrement des camps de quelques jours pour que les jeunes apprennent à chasser. Lorsqu'avec mon mari nous sommes revenus au village, il y a environ 6 ans, nous nous sommes rendus compte que les jeunes appréciaient beaucoup la chasse. Mais ce qu'ils aimaient était la chasse en elle-même, le fait de pouvoir utiliser le fusil sans considérer que la chasse devait être faite pour les besoins, que ce soit pour des fêtes traditionnelles ou l'alimentation. J'ai ainsi initié l'association pour la culture traditionnelle de la chasse pour que les anciens des villages guident les jeunes à pratiquer la chasse en introduisant le savoir-faire traditionnel de la chasse. Ces savoir-faire comprennent l'identification des empreintes des animaux ou les périodes de chasse en concordance avec la vie des animaux. L'objectif est d'éviter que les jeunes ne perdent entièrement le savoir-faire lié à la chasse des Atayal et pratiquent la chasse pour chasser.
Le village Hanxi où se trouve l'association connaît le sort de nombreux villages autochtones de Taïwan, c'est-à-dire avec le départ progressif des jeunes des villages, des zones réservées aux aborigènes sont transformées progressivement en terrains de camping ou en champs agricoles. La perte de terrain signifie la perte de la culture de chasse et l'esprit traditionnel des autochtones vis-à-vis de la nature. J'ai connu mon mari lorsque j'avais 17 ans. Quand je venais avec lui au village, mon futur beau-père m'emmenait à la chasse alors que selon la tradition des Atayal, les femmes ne peuvent pas aller chasser. Il m'a aussi emmené cueillir des pousses de bambou sauvage en montagne. Je me souviens très bien que lorsque j'ai vu tout un terrain de pousses de bambou, je voulais toutes les cueillir. Après tout, si elles n'étaient pas cueillies ce jour-là, elles ne seraient plus comestibles par la suite. Mon futur beau-père m'a fait comprendre que nous ne pouvions prendre que ce dont nous avions besoin. Le reste appartenait à la montagne. Ce n'est que ces dernières années que j'ai compris qu'il s'agissait tout simplement de la durabilité. Ce que Li Huizhen, l'initiatrice de l'association de la culture traditionnelle de la chasse d'Atayal, cherchait à faire, c'était également d'introduire les dernières politiques de Taïwan en matière de la chasse aux autochtones. Un autre objectif important dans la création de cette association est la protection des chasseurs. En fait, lorsque nous étions jeunes, mon beau-père avait été arrêté par la police pour la chasse. Il était même menotté. Je me souviens très bien de l'expression de son visage. Il était stupéfait et perdu à la fois. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait d'illégal. Il avait tellement peur. Cette peur s'est transmise à mon mari qui ne voulait pas que l'on mette en place des camps pour la pratique traditionnelle de la chasse. Tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est possible que grâce à l'administration de la forêt qui a envoyé des professeurs pour nous assister à constituer un groupe de chasse autonome. C'est ainsi que nous avons su que la chasse n'était pas illégale et qu'il fallait s'enregistrer auprès des autorités pour signaler le nombre d'animaux que l'on prévoit de chasser chaque année, rapporter ensuite le nombre d'animaux chassés, pratiquer une gestion autonome et assurer la sécurité du fusil de chasse. Une fois que les habitants du village auront suivi toute la formation nécessaire concernant les réglementations en place, la montagne et la culture de la chasse traditionnelle, notre association, peut délivrer un permis de chasse. Tout est légal. Si nous chassons par erreur des animaux protégés, tant que le nombre total ne dépasse pas le seuil autorisé, les chasseurs ne seront pas sanctionnés. Et avec le travail de l'association, l'attitude des villageois vis-à-vis de la chasse a également commencé à changer. Notre association a été créée en 2020, après 1 an de préparation. Cette préparation n'a pourtant pas été simple. Après tout, je ne suis pas aborigène. Les villageois avaient peur de moi. En plus, l'initiative venait de l'administration des forêts, alors que pour les villageois, cet organisme était plutôt considéré comme une structure ennemie. Leur attitude a commencé à changer après que les villageois aient participé avec nous plusieurs fois à l'Assemblée générale des chasseurs. Certes, l'administration a pris nos territoires traditionnels, mais avec la mise en place de la gestion autonome de la chasse, il y a des zones où la chasse est interdite et d'autres autorisées. Notre association est donc responsable de la gestion de la chasse, et cela en préservant l'état d'origine de la faune et de la flore des zones. Des chercheurs sont là pour surveiller la pratique afin d'assurer un équilibre écologique. En 2024, l'association s'est concentrée sur des études écologiques de base et une cartographie écologique au sein de la réserve de chasse. Cela comprenait l'identification de la faune et de la flore de la réserve. L'association a également réalisé 38 panneaux d'information sur les plantes et les animaux sauvages du village, l'installation du dini pour écureuils volants. Dans la nature, les chasseurs assument un rôle important dans l'équilibre écologique. C'est par exemple le cas des muntjacs, qui étaient un animal protégé dans le passé, mais qui est aujourd'hui en surnombre. C'est également le cas des macaques formosans
aujourd'hui en surnombre et qui devient une menace pour les habitations plus éloignées ou d'autres animaux. Ainsi, il faut un équilibre entre les différentes espèces. Mais notre association agit pour la protection des écureuils volants dont le nombre est en diminution continue. Dans un premier temps, notre association a voulu interdire la chasse aux écureuils volants pendant 3 ou 5 ans, mais cela n'a pas été accepté par les chasseurs locaux. Ainsi, le président de notre association a fait don de son terrain pour protéger les écureuils volants. C'est comme une sorte de zone modèle. Selon Li Huaizhen, son souhait est qu'à travers cette association et à des programmes de gestion autonome, les jeunes ou d'âge moyen des Atayal qui travaillaient auparavant loin de chez eux retournent en forêt pour initier de nouveau leur lien avec la nature.